L'État Moïse Sarr l'a rappelé tout à l'heure, 1200 milliards, c'est le volume des transferts l'année dernière que la diaspora a envoyé vers le Sénégal. Nous savons que cette somme représente 2 fois l'aide publique au développement. Nous savons que ces montants sont beaucoup plus stables que les investissements directs étrangers, mais nous savons aussi que 85% de ces fonds participent à réduire drastiquement la pauvreté dans notre pays. Donc c'est pour la consommation des ménages, puisque la diaspora finance plus la consommation des ménages que l'État lui-même. D'où l'impérieuse nécessité maintenant de relever 2 grands enjeux. Le premier, c'est la cherté des coûts de transfert d'argent vers la zone Afrique, qui est extrêmement chère, nous sommes aux alentours de 10%. Et le deuxième enjeu, c'est comment maintenant orienter l'investissement de la diaspora vers le secteur productif, c'est-à-dire comment financer l'économie de notre pays. Et donc pour discuter de ce thème important, j'ai le plaisir en tout cas aujourd'hui de modérer ce panel d'experts de très haut niveau. À ma droite, des acteurs étatiques. Je veux citer l'administratrice du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, Mme Natassa Mbaké, qui depuis de longues années fait un travail extraordinaire, en tout cas dans ces créations de passerelles de transition économique pour mobiliser l'investissement de la diaspora. Donc nous aurons en tout cas la vision des acteurs étatiques, ce qui me permet de présenter ma sœur que je retrouve, que j'ai côtoyée à Paris, la talentueuse banquière. Je veux citer Mme Diaodia, qui est chef de division en tout cas du financement de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et le talentueux et mon frère, mon grand frère, Abdourahmane Diouf, que j'ai eu l'honneur de fréquenter sur les bords du lac de Genève depuis 2006 déjà, et qui fait partie vraiment de ces talentueux fils du Sénégal qui font notre fierté et qui de très belle manière participent en tout cas à l'éclosion des talents et participent également à cette compétition qui est aujourd'hui économique. Donc, Madame l'administratrice, je voudrais vous demander aujourd'hui, à date, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ensemble des dispositifs que l'État du Sénégal a mis en place et quels sont aujourd'hui les enjeux et les perspectives pour accompagner l'investissement de la diaspora? Merci. Vous me permettrez aujourd'hui aussi de porter 2 chapeaux en tant que membre de la diaspora et en tant qu'administratrice du FES. Je vais commencer par saluer tout le monde et vous dire bienvenue, mais aussi au Sénégal pour ceux qui ne sont pas sénégalais, mais aussi à nos éminents experts, comme l'a si bien dit Sété. Je pense que nous avons la crème ici. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré dans la diaspora. Je parle en l'occurrence de mon frère, M. Goudiaby, et bien d'autres qui étaient à Lyon et qui viennent de me demander pourquoi vous n'êtes pas revenu. Je fais le tour du monde, donc je ne peux pas aller 2 fois dans chaque ville. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de vous voir, de voir une sœur qui est nominée aussi, Madame Fall, du Nigeria, donc Madame Bout, des États-Unis. Mais aussi, je pense que j'ai un frère qui est chef du bureau économique des États-Unis, donc je vais commencer par l'Amérique, contrairement à M. Ba qui a commencé par la France. So welcome for all my American friends, brothers and investors. Welcome to Senegal. Donc je pense que non seulement c'est une idée très excellente, mais aussi ça vient à son heure. Comme l'a si bien dit le secrétaire d'État, nous sommes là en tant que représentants du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, comme vous le savez, qui est un ministère qui englobe beaucoup de divisions, de directions. Mais aussi, nous sommes là pour l'objectif principal ici, aussi du président de la République, dans ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui a un des axes, comme on vient de le dire, le secrétaire d'État, qui l'a si bien expliqué, le capital humain. Je pense que c'est important aujourd'hui que la diaspora, et je commencerai par ce plaidoyer, fasse des rencontres comme cela. C'est important de vous voir, de nous voir, parce que je parle toujours en termes de nous. Je dirais juste, je commence aussi par vous dire cette anecdote. Le FES que je dirige aujourd'hui, j'ai fait 6 ans aux États-Unis et je ne savais pas si le FES existait. Je faisais partie des Sénégalais qui disaient tout le temps, le Sénégal n'a rien pour les gens de la diaspora. J'ai tout le temps critiqué. Et je me suis rendu compte en 2008, en faisant une visite dans l'administration centrale, au building administratif, on me parle des ministères et je vois en 2010 qu'il y avait un fonds qui existe depuis 2008 que je gère en ce moment.
Donc, nous n'allons pas vers l'information. Et c'est important. C'est pourquoi je salue cette initiative d'aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir un bridging entre ce qui existe, ce qui a existé et ce qu'on peut faire dans le futur. Et je pense que mon frère, le docteur Diouf, pourra venir dans ça. L'investissement, ce n'est pas seulement l'État. Je pense que l'État occupe une infime partie de l'investissement. Mais je me rends compte que, par exemple, en travaillant dans le FES, j'ai déjà reçu 2 ou 3 Sénégalais qui sont venus me dire « j'ai pas besoin de financement, j'ai pas besoin des banques, j'ai de l'argent et je veux investir au Sénégal ». Parce que aussi nous sommes là, pas juste pour financer le FES, mais pour orienter les Sénégalais qui veulent faire partie de ce Sénégal émergent que nous sommes en train de bâtir. Et je pense que nous avons cette excellente vision du chef de l'État, le président de la République Macky Sall, qui fait que nous avons beaucoup de choses à faire et c'est un important levier. Pourquoi aussi j'estime que c'est important d'avoir ces rencontres? C'est des rencontres d'échange entre les Sénégalais qui sont restés dans les autres pays, mais qui pensent au Sénégal, et on l'a dit tout à l'heure, just think about what you can do for your country. Je pense que tout le monde a entendu ça d'un président américain, du président John Fitzgerald Kennedy. Mais ce qui est important, c'est au-delà de cela, nous sommes des fils du Sénégal. Moi, je n'avais jamais pensé que je retournerais au Sénégal et je n'ai jamais pensé travailler dans un gouvernement, dans le gouvernement du Sénégal. Et ça, je l'avoue. Je faisais partie des détracteurs du gouvernement qui disaient tout le temps, il n'y a rien pour moi. Et on assiste à un brain drain, comme on dit, la fuite des cerveaux. Ce brain drain doit s'arrêter. Pourquoi ça doit s'arrêter? C'est-à-dire tout le monde ne peut pas venir et avoir du travail. Mais aussi en ce qui concerne le financement de retour. Beaucoup de Sénégalais, et ça c'est un défi qu'il faut relever, je ne vais pas parler des autres défis, mais au moins ce défi-là. La plupart des Sénégalais qui sont bien établis dans les pays d'accueil et qui ont des compétences requises pour pouvoir amener le brain ici au Sénégal, en général ne rentrent pas, il faut le dire. Et je parle sous le contrôle de l'honorable, vraiment c'est une fierté d'avoir l'honorable vraiment qui nous vient de la France, mais aussi il y en a beaucoup qui peuvent, mais qui ne veulent pas rentrer tout simplement parce que, je dis toujours parce qu'il y a le climat, parce que moi j'ai eu un problème, j'ai eu un culture shock quand je suis revenue au Sénégal. Chaque fois, je venais chaque 2 ans, mais chaque fois, avec juin et juillet, j'avais arrêté de venir. Il faisait trop chaud. Mais c'est notre pays, nous devons le bâtir. On ne parle pas des buildings de New York, on ne parle pas de Paris, on peut y aller, mais aussi on parle de ce qu'on peut faire au Sénégal. Le Sénégalais qu'on a financé, qui est actuellement à Matam, c'est un Sénégalais actuellement qui vivait en Espagne, il est à Matam, il est rentré, il a créé 12 emplois. L'autre est à Kolda, on vient de rentrer de Sédhiou. Il y en a qui sont restés là-bas, qui ne veulent même plus venir à Dakar. Pourtant, ils ont vécu 30 ou 40 ans en France ou en Europe. Donc, la diaspora, pour moi, il y a 2 niveaux. Ce que la diaspora peut faire dans son pays d'accueil et ce que la diaspora peut faire dans son pays d'origine. Il y a un énorme problème d'organisation au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup d'organisations, d'associations, de DARA, mais à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour des festivités. Alors qu'on est quand même des intellectuels, on a une valeur ajoutée à apporter, non seulement pour notre communauté dans notre pays d'accueil, mais également pour notre pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe? Déjà au moment de l'arrivée dans le pays d'accueil, les gens ne vont pas s'inscrire au niveau du consulat. Je suis la première, hein, franchement. J'avoue que j'y allais juste pour renouveler mon passeport ou pour avoir ma carte d'électeur, parce que voilà, je tiens à voter quand même. Donc, il y a un problème d'organisation qui fait qu'on a des difficultés à atteindre la cible diaspora. Si on a des informations à faire passer, notamment le FES ou l'ADER ou d'autres initiatives publiques, on a du mal à atteindre cette diaspora-là parce qu'elle est dispersée. Il n'y a pas une organisation. Donc, il faudrait peut-être, ça c'est quelque chose qui doit peut-être se faire au niveau des pouvoirs publics, qu'il y ait une obligation quand on sort du territoire sénégalais, pour aller où que ce soit dans le monde, qu'il y ait une inscription. Ça nous permet au moins de transmettre l'information. Peut-être qu'il n'y aura pas un retour de tout le monde, mais au moins l'information, elle est disséminée. Donc je pense qu'il y a ce premier niveau-là à faire. Le second niveau, c'est comme je le disais tantôt, quand on se réunit, c'est bien de se réunir pour les festivités, mais réunissons-nous également pour aller de l'avant, pour notre propre développement personnel, parce que le développement économique commence par le propre développement personnel. Moi, j'aime bien dire quand on a faim, franchement, on ne pense pas à créer une entreprise, hein, on pense d'abord à se nourrir, à soigner son enfant. Donc il y a quand même une certaine autonomie économique, personnelle à avoir avant de penser à autre chose. Donc quand on se regroupe, parce qu'en France notamment, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sur le carreau, qui n'ont pas pu terminer leurs études avec
on en sait quelque chose, hein, qui n'ont pas pu terminer leurs études ou qui n'ont pas pu trouver de travail, alors qu'il y a la communauté qui est là, qui peut faire quelque chose, ne serait-ce qu'en termes de conseils, de coaching, de mentoring ou même de financement. On ne se fait pas confiance, mais si on ne se fait pas confiance, il y a des mécanismes qui existent pour contourner cette absence de confiance qui existe entre nous. Surtout quand on est dans des pays développés où le law enforcement existe. Donc, quand on structure vraiment les différents types de partenariats, on peut s'aider entre nous. Et une fois qu'on est bien économiquement, on peut penser à ce qu'on peut faire dans notre pays. Voilà. Toujours dans la diaspora, nous, on a été confrontés on a été interpellés à plusieurs reprises sur pourquoi l'ADER ne finance pas la diaspora. Ça m'étonne. Beaucoup de personnes, en France notamment, on est en France, les taux d'intérêt sont autour de 1%, on travaille et on va chercher un financement de l'État sénégalais qui est à 5% et qui est autour de 10-15 millions, alors qu'on peut prendre un crédit à la consommation jusqu'à 50 millions et commencer soi-même son projet. Donc ça, c'est un souci que je trouve au niveau de la diaspora. L'apport de la diaspora, justement, c'est qu'elle est éduquée et qu'elle doit être au courant de toutes ces opportunités qui existent dans le pays d'accueil et pouvoir les exploiter. Et ça, c'est un conseil que je lance. Je ne l'ai pas utilisé, malheureusement, quand j'étais dans la diaspora. Mais bon, c'est quand même quelque chose que j'ai constaté et je trouve qu'on gagnerait vraiment à s'organiser dans ce sens-là. Par rapport aux pays d'origine, il y a l'investissement financier, il y a l'investissement en temps, il y a le give back, le mentoring. Nous tous qui sommes dans la diaspora, nous sommes des modèles pour nos frères et sœurs qui sont restés ici. Il ne suffit pas juste d'envoyer de l'argent pendant les baptêmes, des mariages et autres. Il y a aussi cet aspect conseil qui est extrêmement important. Peut-être que nous n'avons pas eu ça parce qu'on n'avait peut-être pas des grands frères ou des tontons ou des tatas qui pouvaient nous orienter, mais on peut jouer ce rôle-là pour nos petits frères. Et c'est important parce que la moitié de la population sénégalaise est très jeune. Il y a un problème d'éducation, de mindset, et on doit jouer sur ce levier-là pour l'avenir. Donc il y a cette partie give back, il y a également la partie financement. Quand on envoie tout cet argent-là et qu'on n'envoie pas les résultats, c'est normal. Il n'y a que ça au Sénégal. Moi, je ne donne pas pour ça. Même quand j'étais à l'étranger, je ne donnais pas. Ce n'est pas en étant ici que je vais donner. Le problème des transferts, comme l'a souligné Babacar, c'est un problème de coût. Les coûts des transferts sont extrêmement élevés et ça fait que les réseaux alternatifs pas maîtrisables se développent. Donc il y a quelque chose à faire au niveau du coût des transferts. Peut-être que l'État peut, je ne sais pas ce que l'État peut faire, mais bon, on peut peut-être, en utilisant la BHS qui est très présente dans la diaspora, faciliter les transferts de fonds à des coûts moindres. Et une fois que ça s'est fait, ça nous permet de capter une partie de ces fonds-là. Parce que si on ne maîtrise pas les réseaux, on peut difficilement capter les fonds de la diaspora. Les réseaux ne sont pas maîtrisés, on ne peut pas les capter. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que la Banque mondiale s'y est essayée à échouer. Toutes les coopérations, KfW, Bio, FMO, s'y sont essayées et ont échoué. Donc il faut que les pouvoirs publics ici en Afrique s'y mettent pour qu'on puisse capter vraiment cette manne financière de la diaspora. Alors, je vais vous donner un chiffre, toujours sur la diaspora. Un membre de la diaspora sur 10 envoie 1 000 $ par an. Ça fait 3 milliards de dollars par an. Pour vous dire l'impact de la diaspora, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et franchement, vous tous qui êtes là, 1 000 $ par an, ce n'est pas quelque chose, c'est peut-être beaucoup, mais c'est un membre sur 10. Hein. Donc ça veut dire 100 $ par personne pour financer le développement du pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'il faudrait vraiment regarder comment on peut organiser cette collecte de fonds. Pour toujours cette collecte de fonds de la diaspora, nous, on a un projet, on va certainement travailler avec le FES, avec le ministère, le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur, pour essayer de capter cette manne financière. CGF et BHS s'y sont essayés. Le Diaspora Bond, c'était un succès énormissime, mais destiné à des financements qui ne sont pas forcément très générateurs de revenus. Si c'est pour l'immobilier, je pense qu'il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a l'artisanat qui sont beaucoup plus générateurs de revenus et qui concernent l'essentiel de la population sénégalaise. Et on gagnerait à orienter ces fonds de la diaspora-là vers ces secteurs prioritaires. Donc il faut essayer de trouver un mécanisme en associant aussi bien le privé que le public, parce que dans le mindset des membres de la diaspora, investir une partie de son épargne dans une structure publique, je pense que ce n'est pas accepté. Mais si on intègre une structure privée, notamment une banque ou une société de gestion comme CGF, ça peut permettre de collecter une bonne partie de cette manne financière et de l'orienter vers des projets de développement.
Donc ça, je pense que c'est une piste, j'entre vraiment dans le vif du sujet, hein, et puis je conclue. Je pense que c'est une piste qu'on peut regarder pour capter une partie de l'épargne de la diaspora, et beaucoup de pays le font déjà. L'Inde le fait, c'est un succès, l'Éthiopie l'a fait, le Nigeria l'a fait, et c'est vraiment un succès, ça leur a permis de collecter des milliards de dollars pour le financement du développement de leur pays. Donc nous, on va travailler sur ça, Madame Baquet. Voilà, c'est un projet. D'ailleurs, c'est une expression du président de la République, hein, qui nous a demandé justement de monter ce fonds-là pour essayer de capter, même si c'est symbolique au départ, cette épargne de la diaspora-là, et d'en faire un levier. Le secteur privé peut tout faire, Sheba, mais le secteur privé ne peut rien faire sans l'État. L'État ne peut rien faire sans s'appuyer sur ses contribuables et ses consommateurs. Le consommateur ne peut rien faire sans son secteur privé. Le secteur privé ne peut rien faire sans l'État. C'est ce que j'appelle depuis quelques semaines le triangle de la prospérité qu'il faut pouvoir bâtir au Sénégal et qui est à la base du patriotisme économique. Nous avons des dirigeants. Aujourd'hui, je suis autour de la table avec des gens qui représentent l'État. L'État, c'est la souveraineté. L'État, c'est la puissance publique. L'État a des prérogatives de puissance publique, ce que nous autres n'avons pas. Vous pouvez être un milliardaire au Sénégal, créer de l'emploi, avoir des usines. Si vous n'avez pas l'onction du suffrage universel ou si vous ne bénéficiez pas d'une nomination de l'État ou si vous ne pensez pas à un concours de l'ENA pour être administrateur, vous ne décidez pas, vous ne parlez pas, vous n'avez pas de mandat du Sénégal. C'est fondamental. Il appartient à ceux qui ont ce pouvoir de nomination et ceux qui sont nommés comme vous, vous êtes des privilégiés, de savoir que vous n'êtes pas nommés pour vous-même, mais que vous travaillez pour tous les autres qui ne sont pas dans le champ politique, qui ne sont pas dans le champ de l'administration et qui sont en réalité vos boss. Ces gens-là, c'est le secteur privé et c'est le contribuable sénégalais. Et si nous avons tous les trois la lucidité de nous comprendre, fatalement, ce triangle de la prospérité va amener au Sénégal du bonheur. Je représente le club des investisseurs sénégalais. La nuance est importante, ce n'est pas le club des investisseurs du Sénégal, c'est le club des investisseurs sénégalais. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un patronat classique. Vous avez ici des organisations patronales qui font un très bon travail, mais nous avons choisi de prendre d'autres voies. Et pour la boutade, je dis toujours que nous ne sommes pas une organisation patronale, mais nous sommes une organisation de patrons. Parce que les 75 membres aujourd'hui qui sont dans le club des investisseurs, avec leur entreprise, sont membres de ces différentes organisations patronales. Mais ces organisations patronales contiennent aussi des entreprises sénégalaises, entre guillemets, qui sont les filiales de multinationales. Donc ce ne sont pas dans ces structures qu'on va parler de patriotisme économique. Et ce qui nous a manqué pendant 60 ans maintenant dans ce pays, c'est que l'État, comme j'ai dit tout à l'heure, travaille pour son secteur privé qui lui rend la monnaie de la pièce en créant de l'activité, en créant des emplois, en créant la croissance. C'est pour ça que je dis toujours que c'est le secteur privé qui crée le bilan de l'exécutif. Et si l'exécutif a la lucidité et l'intelligence de le comprendre, l'exécutif soutient son secteur privé national. Alors, nous existons depuis le 2 juin 2018, c'est relativement récent, et nous avons 3 objectifs principalement, que je vais essayer d'articuler autour des points dont on va parler tout à l'heure. Notre premier objectif qui est très simple, qui n'aurait pas dû être un objectif du secteur privé, c'est l'accès à notre marché national. Quand on le dit, ça doit être évident. Je suis sénégalais, j'ai une entreprise. Mais si aujourd'hui on fait le bilan, on se rend compte que l'économie de mon pays, qui est le Sénégal, n'est pas entre les mains des entreprises sénégalaises. L'économie, et ce n'est pas une question du régime actuel, c'est une question de système qui a fait que par la règle du traitement national, les entreprises sénégalaises ont beaucoup plus de facilité, d'exonération, d'incentives, d'accompagnement qui leur permettent de s'épanouir dans notre propre pays. Récemment, quand on parlait de la loi sur le contenu local, l'une des propositions fortes que le Club des investisseurs sénégalais a faites, c'est de redéfinir la notion d'entreprise sénégalaise. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup de générosité. L'État du Sénégal a beaucoup de plans pour le secteur privé. Mais toutes ces flexibilités que l'État du Sénégal accorde à l'entreprise sénégalaise va prioritairement à des entreprises qui sont étrangères, mais qui ont été créées sous le droit sénégalais, qui battent pavillon sénégalais et qui captent l'ensemble de ces flexibilités et de ces soutiens financiers qu'on est censé donner à l'entreprise sénégalaise. C'est une faille que les multinationales exploitent et qui fait que nos entreprises sénégalaises en tant que telles n'en bénéficient. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un appel d'offres
pour un marché important, 100 millions, 200 millions, 300 millions, la filiale française, chinoise, américaine, qui a déjà des références dans ce domaine, qui a déjà amorti ses investissements dans ce domaine, présente plus de garanties d'exécution du marché que la petite et moyenne entreprise. Et en ce moment-là, c'est l'État du Sénégal qui doit, à travers sa main, retravailler la notion du patriotisme économique pour faire en sorte de faire travailler ces entreprises. Et c'est parce que cette erreur n'a pas encore été corrigée que nous pouvons avoir des croissances de 5%, 6%, 6,5%, mais que les Sénégalais en réalité ne voient pas, parce que c'est une croissance qui se mange, mais c'est une croissance qui se mange à l'extérieur. Donc nous, Club des investisseurs sénégalais, nous nous sommes dit il est temps qu'on se mette ensemble pour répondre aux appels d'offres de l'État, pour présenter les garanties financières et techniques qui nous permettent, dans tous les domaines où une entreprise sénégalaise est éligible, de pouvoir prendre le marché. C'est ça qui nous permettra dans quelques années d'être hégémonique économiquement dans notre premier pays, dans notre propre pays. Le deuxième point, c'est le développement du partenariat international. Le Club des investisseurs, comme porte d'entrée des investissements, ce n'est pas que nous faisons de la concurrence à l'APEX, mais dans tous les domaines, il y a des prérogatives de puissance publique et il y a une partie de la souveraineté de l'État qui peut être concédée. Moi-même, Abdourahmane Diouf, Sénégalais de l'extérieur, j'ai la fierté, quand je passe du côté de Keur Gorgui, de voir là-bas un immeuble de 10 étages dans lequel on a déjà investi plus de 2 milliards et qui est venu de mon salon de Versoix à Genève où j'ai convaincu quelqu'un de venir investir au Sénégal. Donc j'ai été, sans avoir un mandat, sans avoir été nommé, une porte d'entrée pour les investisseurs sénégalais. C'est ce que le Club des investisseurs veut faire. Mais le Club des investisseurs veut le faire avec un bémol extrêmement important. Puisque nous avons la plupart du temps des investisseurs qui viennent avec leurs expertises, avec leurs capitaux, qui sont 100% étrangères et qui rapatrient les dividendes chez eux, nous, on va les chercher à la porte de notre frontière. Madame, dañ leen di gàttandu ànd ak ñoom pour pouvoir récupérer 5%, 10%, 15% de leur capital. C'est ça qui fait que leur investissement bénéficie au Sénégal, mais c'est ça qui fera aussi que l'investissement est durable et c'est ça qui fera qu'une partie des dividendes reste au Sénégal pour que les Sénégalais puissent vivre de cette richesse. Nous sommes en train de faire, nous sommes en train de très bien le faire. Je passe mon temps à rencontrer dans mon bureau des investisseurs étrangers de partout qui nous disent qu'il y a un petit problème d'organisation parce que votre pays a une attractivité qui n'est pas encore totalement prise en charge. Combien de fois, moi-même, j'ai rencontré des milliardaires turcs, chinois ou ailleurs qui viennent au Sénégal se promener pendant une semaine, qui ne trouvent pas d'interlocuteurs, qui ne trouvent pas de porte d'entrée et qui se disent « Mais comment voulez-vous que j'investisse des milliards dans un pays où je n'ai même pas été accueilli à l'aéroport ?» Alors ce sont des gens qui voyagent en jet privé. Donc, cette théorie de porte sénégalais qui est une porte d'entrée, ce n'est pas seulement une prérogative exclusive de l'État. C'est une prérogative du Club des investisseurs, c'est une prérogative de vous-même. Je suis sûr que vous avez vous aussi passé votre temps à convaincre des gens de venir au Sénégal au lieu d'aller au Cameroun, au lieu d'aller en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc ça, c'est un travail que nous faisons et nous vous appelons à vous approcher du Club des investisseurs pour qu'on puisse le faire ensemble. Le troisième élément, très simplement, c'est les études et la prospective. Nous nous sommes dit au Sénégal, il n'y a pas vraiment de débat économique. Vous savez, il y a un grand débat politique, il y a beaucoup de débats religieux, il y a du débat sur tout, mais il n'y a pas de débat économique au Sénégal. Et nous nous sommes dit, le secteur privé, pour pouvoir aider l'État, doit être dans le processus de décision. L'État, ça ne doit pas seulement être l'énarque, le technocrate qui s'enferme dans son bureau, qui décide pour moi, sans pour autant avoir une claire conscience de mes besoins. Il est au service de moi du secteur privé. Donc je l'aide en lançant des débats sur le contenu local, sur la fiscalité, sur la diaspora, à prendre en charge un certain nombre de réflexions que j'ai moi-même faites en tant que secteur privé pour pouvoir prendre des décisions qui seraient conformes à mes attentes. Donc voilà globalement le Club des investisseurs. Et le travail, le service que nous pouvons rendre aujourd'hui à la diaspora, et j'insiste énormément sur ça, le Club des investisseurs, dans quelques temps, commencera à vous fournir le service extrêmement important de structurer vos investissements dans des domaines
qui sortent de votre cœur de métier classique dans des domaines qui sortent de votre zone de confort. Je m'explique. Vous pouvez être spécialiste en agriculture et vous investissez dans l'agriculture. Vous pouvez être spécialiste en tourisme, en immobilier et vous investissez dans ça. Nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement et différentes sociétés d'investissement avec S qui nous permettra, à chaque fois qu'il y a un projet majeur au Sénégal, de faire participer le club des investisseurs à travers ses membres. Récemment, on a fait une réunion avec le ministère des Infrastructures qui nous a présenté tous les projets d'investissement du Sénégal dans son domaine. Nous savons aujourd'hui qu'il y a l'autoroute La Côtière qui va de Dakar à Saint-Louis. Ça nous intéresse. Nous savons qu'il y a la bretelle d'autoroute qui va de Thiès à Tivaouane. Ça intéresse le club des investisseurs. Nous savons qu'à l'APIX, au niveau de Eiffage, et ça beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, il y a 25% du capital de Sénac Eiffage dévolu au secteur privé. Ça intéresse le club des investisseurs sénégalais. Nous savons qu'il y a une partie du capital qui doit être ouverte au niveau de la BNDE. Ça intéresse le club des investisseurs sénégalais. Nous savons qu'il y a des zones spéciales, économiques spéciales, qu'il y en a une qui est prévue à Saint-Louis sur le tourisme. Ça intéresse le club des investisseurs sénégalais. Si vous êtes membre du club des investisseurs sénégalais et que vous travaillez avec le club des investisseurs sénégalais, votre épargne, votre capital sera redirigé vers des projets d'envergure, durables, qui peuvent arriver à maturité dans 30 ans, 50 ans, et qui vous évitent, vous, la réflexion de l'opportunité de l'investissement dans un secteur donné. Parce que ce travail aura été au préalable fait par l'État et par le club des investisseurs, qui vous dit, puisque vous êtes membre du club des investisseurs, pour l'autoroute à péage, vous avez 2%, pour la VN2, vous avez 3%. L'autre jour, j'ai discuté avec un ami sportif de très haut niveau, et je lui disais, vous voyez par exemple le taux d'échec d'investissement des sportifs de haut niveau. Parce qu'ils sont jeunes, ils gagnent beaucoup d'argent. Bon, d'habitude, ils ont un agent ou un oncle à leur côté. Ils sont plus ou mal bien renseignés. Et il y en a énormément qui arrivent à la retraite sans investissement lourd, important, qui leur garantissent une retraite. La plupart du temps, c'est de l'immobilier et encore, ça ne marche pas toujours. Et je lui disais, si vous êtes membre du club des investisseurs, vous n'avez même pas besoin de réfléchir aux opportunités d'investissement. C'est le club qui le fait à votre nom et c'est le club qui vous permet de mettre quelque part 1 million d'euros, quelque autre part 500 millions de francs CFA, et qui fait que votre retraite elle est garantie du simple fait que vous êtes dans le club des investisseurs qui est proche de l'État et qui travaille à identifier ces secteurs. Je vous parlerai de la diaspora sociale. À mon avis, la diaspora sénégalaise, elle est sociale. Elle est très sociale, elle est peut-être même trop sociale. Et c'est une diaspora qui est basée sur trop de solidarité. Et trop de solidarité est une négation du leadership entrepreneurial. Dans nos pays, moi j'ai été partout, j'ai vu. Et ce n'est pas nous faire du mal que de dire que dans nos pays d'accueil, nous ne sommes pas toujours les premiers. Les Sénégalais d'Italie, d'Espagne, de Suisse ou d'ailleurs travaillent à rapatrier une partie de leurs fonds pour des besoins de consommation. On l'a déjà dit, c'est du social. Ce n'est pas ça qui va développer un pays. Mais il y a en même temps un problème de mindset. Allez à Londres, en Allemagne, un peu partout. Vous voyez les Afghans, les Pakistanais, ils sont dans l'investissement dans leur pays d'accueil. Cet investissement qu'ils vont faire dans leur pays d'accueil va se fructifier pour leur permettre de faire des investissements dans leur pays d'origine. Et dans les différents pays où nous vivons, nous ne faisons pas de l'investissement parce que nous sommes terrorisés par le modèle d'investissement sénégalais. Un Sénégalais qui meurt sans avoir construit une maison est un Sénégalais qui a échoué. C'est le terrorisme de l'immobilier parce que nous sommes nés comme ça, nous avons été formatés comme ça. Alors que l'entrepreneur du secteur privé, c'est quelqu'un qui prend plus de risques que les autres. C'est celui qui a une marge bénéficiaire. C'est celui qui a un petit capital, qui pense au-delà de sa maison, qui passe au-delà de la voiture 4x4 qu'il va acheter et qui est tellement généreux qu'il se dit « j'ai déjà pas de quoi vivre, les 50 millions de marge bénéficiaire dont je dispose doivent être investis pour que d'autres en bénéficient ». Je ne veux pas donner un exemple personnel, mais je connais énormément des gens qui ont eu des maisons dans le tard, des Sénégalais de la diaspora, dont on disait qu'ils ont échoué.
parce que Moussa Ndiaye am na kër parce que Ablaye Diop am na kër yow bi nga jógee Sénégalais ba léegi amoo dara. L'expérience m'a montré que ce sont ces gens-là, à la fin de la journée, qui sont les investisseurs qui permettent de créer des emplois. Parce qu'ils n'ont pas mis le capital de départ dans un bien immobilier, d'habitude, quelque part, construit quelque part avec un gardien, c'est un emploi qui est créé, ou d'habitude, puisque vous n'êtes pas encore rentré, vous allez louer ça, au bout de 3 mois, le locataire ne paye même plus, vous ne savez plus quoi faire avec. Ce sont ces gens-là qui ont eu des maisons sur le tard, qui ont été les premiers investisseurs. Et leur premier investissement est le levier qui va leur donner 1 maison, 2 maisons, 3 maisons. Donc je pense que pour rester dans le leadership entrepreneurial, il faudrait que dans nos propres pays d'accueil, qu'on refuse de se voir tout simplement comme des immigrés salariés. Que là où le Français, le Belge ou le Suisse puisse se dire « je vais chercher un agrément puisque je veux faire un café », que le Sénégalais doit pouvoir le faire. Est-ce que vous avez déjà vu un Sénégalais créer un restaurant continental, international, dans un pays étranger, autre qu'un restaurant sénégalais? Où est-ce que c'est écrit que quand le Sénégalais investit dans la restauration, ça doit être un restaurant sénégalais? Mais les autres, les Français, ils font des restaurants chinois. Les Chinois, ils vendent de l'attiéké. Et ils vendent même mieux l'attiéké maintenant qu'au Côte d'Ivoire. Mais parce que nous avons une force sociale, malheureusement, qui nous tire vers le bas dans nos différents pays, au point que quand on est à l'étranger, on n'est que dans le social, on n'est que dans la consommation, on n'est que dans le terrorisme de l'immobilier. Donc je pense qu'il y a un problème de mindset avec cette diaspora sociale. Il y a la diaspora du talent, le capital humain, on en a parlé. C'est vous, c'est moi, c'est les autres. Ce n'est pas que nous sommes forcément plus brillants que les autres, mais nous avons des parcours de vie qui nous permettent d'avoir de la valeur ajoutée. Le Sénégalais qui n'a même pas fait des études longues, qui s'est trimballé un peu partout en Suisse, en Espagne, en France, il a vu, de ses propres yeux, ce qu'on appelle le développement. Tout simplement. Moi, à Genève, les gens me taquinaient un peu parce qu'à chaque fois que je vois un joli parc, à chaque fois que je vois quelque chose de bien, je me dis, mais si je pouvais avoir ça à Rufisque. C'était mon défaut principal. Lu ma gis yéene naa ko Sénégal, lu ma gis yéene naa ko Tëngéej. Parce que quand tu vis dans ces sociétés-là, tu emmagasines un capital d'expérience qu'on n'apprend pas dans nos écoles. Et c'est ça qui crée le mindset du leadership entrepreneurial qui fait que tu as envie d'entreprendre. Alors que nous venons d'une société de fonctionnariat. Je ne le dis pas contre les fonctionnaires, mais on est dans une société de fonctionnariat où les gens vous poussent à aller dans un bureau, à s'asseoir, à attendre un salaire, à cotiser pour la retraite, à vivre la retraite et à mourir tranquillement. C'est totalement différent de la psychologie sénégalaise de base. Il ne faut pas oublier que très peu de Sénégalais ont des emplois salariés. Donc maintenant, quand vous avez du talent et que vous êtes à l'étranger, ce talent-là doit pouvoir servir au Sénégal. Mais là aussi, on a des pesanteurs sociales et administratives extrêmement difficiles. Le Sénégal, malheureusement, n'a pas réglé le problème de sa cohabitation avec les Sénégalais de l'extérieur. Malheureusement. Il y a un problème à un double niveau. Parce que le Sénégalais de l'extérieur, d'habitude, c'est un privé. Au niveau national, le secteur public regarde le secteur privé comme des gens souvent égoïstes qui se sont mis à leur compte, qui ne travaillent pas pour le compte de l'intérêt national et qu'ils ne soutiennent pas. Alors qu'ils n'ont pas compris qu'en soutenant cet investisseur du secteur privé, il se soutient lui-même parce que son salaire est payé par ce membre du secteur privé. Maintenant, le Sénégalais lui-même a une autre façon de voir le Sénégalais de l'extérieur. Le Sénégalais lui-même pense qu'à l'étranger, on distribue des mallettes. Le Sénégalais lui-même pense qu'à l'étranger, on n'a pas de problèmes. Le Sénégalais de l'intérieur pense que tout simplement parce qu'on est allé à l'étranger, qu'on a plus ou moins réussi, excusez-moi, on n'a pas de mérite. Et ça crée un problème de relationnel. C'est pour ça que quand les gens reviennent, ils se trouvent justement face à ce mur dont vous parlez. Parce qu'on ne les regarde pas comme des partenaires, mais la plupart du temps qu'on les regarde, je suis désolé de le dire, comme des pigeons à plumer, qui doivent encore retourner, remplir la bassine, revenir pour être encore plumés. C'est malheureux, je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. Donc il faudrait qu'il y ait une relation de partenariat
entre le Sénégalais de l'étranger et le Sénégalais de l'intérieur. Pourquoi les talents ne peuvent pas venir? Ça aussi, c'est un problème de l'administration. C'est vous qui représentez l'administration, vous allez faire passer mes messages. Moi, quand j'étais à Genève, encore jeune, j'accueillais souvent des stagiaires dans le domaine du commerce international. J'accueillais souvent des stagiaires de l'Ouganda, de la Tanzanie, de Kenya. Des jeunes de 22, 21 ans, 23 ans qui font leur master. À l'époque, c'était vraiment au moment où l'OMC explosait, on était dans le domaine du commerce, on recrutait. Mais tous mes stagiaires des pays anglophones étaient recrutés par leur ambassade pendant qu'ils faisaient leur stage encore chez moi. Alors que j'avais des Sénégalais, docteurs en économie, docteurs en droit, qui ne pouvaient pas être utiles à l'ambassade du Sénégal qui négociait à l'OMC à Genève, parce que le Sénégal, avec le système francophone, n'a pas établi une passerelle qui lui permet de recruter les meilleurs sans passer par l'École nationale d'administration. C'est une catastrophe. C'est pour ça que les gens... Donc, vous avez 40 ans, vous êtes doctorat, vous êtes docteur, vous avez travaillé un peu partout, vous avez de l'expérience. Mais même pour être conseiller quelque part dans une administration du Sénégal, il faut aller faire l'ENA. C'est le système français qu'on a importé, que les Français utilisent mieux que nous, et qui fait que nous ne pouvons pas utiliser nos talents, tout bêtement. Moi, je ne le dis pas avec fierté. À l'époque, je participais beaucoup aux négociations de l'OMC. C'était à Hong Kong, à Buenos Aires, partout. Pendant 2 négociations à l'OMC, notamment à Hong Kong et à Buenos Aires, j'avais le badge de la Tanzanie. J'étais dans la délégation tanzanienne pour négocier des accords commerciaux. Et il m'est arrivé une fois d'écrire au Sénégal pour leur dire « Est-ce que je peux faire partie de la délégation ?» On m'a dit non. On ne me l'a pas dit non pour ma gueule. On me l'a dit parce que l'administration sénégalaise fonctionne de cette façon. Alors que le système anglo-saxon va aller prendre les meilleurs partout, va leur trouver des passerelles pour que ces gens-là puissent venir travailler pour leur pays. Tant qu'on n'aura pas cette passerelle, la diaspora du talent ne sera pas au service du Sénégal, malheureusement.